Ce matin, Sonia dépose Kamal et va faire son footing. Tout d'un coup, son téléphone sonne. Kamal ne se sent pas bien. Prise de panique, elle trébuche et se tord la cheville. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le couple. Et c'est là qu'un super agent arrive et se duplique pour prendre en charge Sonia et son mari. Une fois remis sur pied, c'est comme si de rien n'était. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Et c'est ça, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azaza likum. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, likum ou li'azaza likum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'entretien de Radio M a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sahbi Athmani, directeur général de NCA Ruba. Sahbi Athmani, bonjour. Bonjour. Merci pour cette première à Radio M dans un contexte un peu particulier qui ne nous empêche pas de parler de l'économie, de l'entrepreneuriat, justement parce que nous avons des inquiétudes de ce côté-là. Les événements se sont précipités ces derniers jours, ces dernières 48 heures, et des chefs d'entreprise se sont retrouvés en prison. On peut être inquiet sur le moral des chefs d'entreprise, notamment après l'arrestation du président du FCE, Ali Haddad, des interdictions de sortie du territoire national qui ont touché d'autres chefs d'entreprise. Vous êtes à la tête de NCA Ruba. Est-ce que vous ressentez cette précarité qui peut toucher, même si vous n'êtes pas au FCE, vous êtes sur une orientation complètement différente de ce qu'ont fait ces personnalités qui ont été ciblées. Mais est-ce que par effet, par ricochet, ça ne va pas un peu plomber l'atmosphère de l'investissement et de l'activité? Très sincèrement, je pense que ce qui arrive en Algérie aujourd'hui est quelque chose de magnifique. Plus que jamais, nous projetons une Algérie meilleure. Je parle sur le plan économique, mais aussi bien d'autres plans. Maintenant, il y a certainement des chèques à payer à très court terme. On disait tout à l'heure, c'est une naissance au forceps. On ne peut pas passer d'un système à un autre avec que de la sérénité. Il va y avoir certainement des contestations, des jugements, des actions, on va dire, de nettoyage et de réforme. Tout ça va se passer parfois même dans un contexte qui pourrait être chaotique, mais ça sera pour la naissance réellement d'une nouvelle Algérie, d'un nouvel écosystème, d'un nouveau contexte qui pourra peut-être apporter toutes les initiatives et toute cette belle jeunesse que j'appelle moi 2.0 parce qu'elle a épaté le monde. Et en parlant de printemps arabe, on parle d'une révolution pacifique qui s'est faite sans verser de sang. Et voilà, quel plus bel exemple on peut donner au monde. On est fiers de ça, de ce qui se passe. Je suis un peu bluffé là. J'aime bien la sérénité dont vous parlez de tout ça. Je me dis, j'aurais dû vous inviter un peu plus tôt. Attendez, vous êtes à la tête de NCA Ruba, d'une entreprise qui est dans une zone industrielle, qui a des charges importantes, des approvisionnements à garantir, etc. Ouais. Et vous parlez de ce processus avec autant d'optimisme. Très sincèrement, nous n'avons aucun problème en interne avec le partenaire social et encore moins avec ce qui se passe en ce moment. Vous savez très bien que nous sommes sortis du FCE depuis quelques années parce que ça s'est transformé en organe politique plus qu'autre chose. Nous l'avons dit très ouvertement. Nous sommes dans des corporations qui sont purement portées par des intérêts économiques, non des intérêts de personnes ou des intérêts de clientélisme ou des élans politiques. Donc ça nous intéresse absolument pas. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on aurait le moindre sentiment de non-sérénité par rapport à ce qui se passe. Au contraire, moi, mes amis m'appellent de l'étranger et on diffuse autour de nous cette joie et cette
belle énergie qui se dégage et qu'on est en train de vivre. Apparemment, Sonatrach n'a pas pu diffuser la même chose puisque Exxon a tiré le frein à main pour signer un préaccord sur une activité sur un des blocs dans le sud de l'Algérie. Vos partenaires vous font confiance et comme je vous l'ai dit, à court terme, il va y avoir beaucoup de réticence, de prudence et c'est tout à fait normal. Il y a un gros changement qui se passe aujourd'hui. On va passer d'un système à un autre avec peut-être des destructions. Alors le type de destruction et de nuisance, si on peut être un peu plus précis, il y a eu par exemple une grève générale d'une journée ou d'une demi-journée sur la zone de l'Uiba. C'est ce type de perturbation. Ça vous touche pas vos approvisionnements et ça touche pas votre système de distribution, notamment parce que c'est un point important dans votre chaîne de production. Et écoutez, quand il y a eu une grève dans la zone de Rouiba, on a autorisé nos employés à sortir par solidarité avec tous les travailleurs de la zone industrielle. C'est quelque chose qui nous anime aussi. Ce changement, on l'a cherché, on l'a exprimé peut-être d'une manière un peu plus subtile. On n'a pas été dans les plateaux télé pour surfer sur cette vague. On l'a fait quand personne ne nous a parlé. Donc aujourd'hui, on est plus fiers que jamais de ce qui se passe. Maintenant, quand je dis il y aura des destructions, c'est pas des destructions d'infrastructures, des destructions de modèles ancrés depuis des années. Il va y avoir, ça va se faire peut-être avec certains dégâts. On peut pas faire une omelette sans casser des œufs, mais ce qui arrive est bien meilleur que ce qui est passé, quoi. Alors, si on était dans un système normal, vous êtes coté à la bourse, NCA, la bourse n'a pas bougé, le titre n'a pas du tout bougé. Mais on aurait pu penser que pour une boîte qui était plutôt favorable au changement, votre cotation aurait dû grimper. Vous savez, le problème est bien plus complexe que ça, celui de la bourse. Je pense que c'est l'organe le plus inerte en Algérie parce que il y a une déconnexion totale entre la nature des titres, leur qualité économique et la réactivité, la profondeur du système boursier. Pourquoi ? Parce que les institutionnels n'ont jamais investi en tant que principal animateur dans la bourse. Il n'y a pas eu, cet attrait que chercherait un investisseur. On n'a pas pris en charge réellement. Moi, pour parler de la bourse, j'avais proposé au patron de la bourse des solutions, peut-être qu'on en parlera, pour faire de l'inclusion économique à travers la bourse, pour lutter contre l'informel à travers la bourse, pour ramener tout l'argent hors radar qui est dans la distribution de l'agrocysterie aussi, au niveau de la bourse via des sociétés de cash management, etc. Ça aurait pu créer de la profondeur et créer de la réactivité. Aujourd'hui, c'est un organe qui est complètement déconnecté de la réalité économique, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait la moindre réaction sur les titres, quel que soit le contexte. Alors, du côté des banques, vous sentez qu'il y a une tension particulière depuis le 22 février ? Pas vraiment. Enfin, s'il y a une tension, s'il y a une prudence au niveau des banques, c'est que aujourd'hui, il y a une réalité qui était cachée jusque-là, c'est que la plupart des filières économiques industrielles en Algérie traverse une crise très très grave, une crise de liquidité. Cette crise a été aggravée par cette histoire d'impression de billets de banque et il y a, un déficit monétaire latent qui n'est pas encore apparu au grand jour. Donc je pense que si j'étais banquier, je ferais très attention à la qualité du portefeuille et à la qualité aussi des engagements. Le nouveau modèle qui peut se mettre en place pour sortir du chaos transitionnel, enfin c'est une image, ce serait un modèle où il y aurait des perdants et on peut s'attendre par exemple que dans votre secteur où il y a des capacités, secteur de la boisson, des capacités installées, des capacités excédentaires, que ça soit le cas peut-être un peu plus vite que dans d'autres filières. Écoutez, aujourd'hui, il y a des capacités excédentaires dans beaucoup de filières. Il n'y a pas que la filière des boissons, il y a les fromageries, il y a les minoteries, il y a les détergents, etc. On va dire toutes les industries de transformation. Pour sortir de cette crise, il faut créer un marché. Le marché local est aujourd'hui grippé. Il y a une baisse de la demande qui est due à plusieurs facteurs. Donc, on n'a pas d'autre choix que de créer d'autres débouchés. Pour moi, le principal salut aujourd'hui, ça serait au niveau des marchés internationaux. Ça serait réellement de promouvoir la sortie des PME algériennes sur le marché international, c'est d'alléger un peu
toutes les contraintes qui existent aujourd'hui pour pousser et pour que aussi l'État doit jouer à travers les représentations diplomatiques dans tous les pays un rôle d'agent économique, de prospection, de facilitation. Si on ne crée pas de débouchés et de nouvelles demandes alternatives, il va y avoir une implosion locale. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de capacités pour très peu de demandes aujourd'hui. On voit ce qui se passe au niveau de la casse des prix, au niveau de cette course au volume, mais en perdant de l'argent, parce que les gens n'arrivent pas à trouver une demande même solvable aujourd'hui. Il y a beaucoup de casse financière. Donc voilà, ce que j'entrevois, il va y avoir des alliances industrielles, il va y avoir un effet de consolidation avec beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup d'entités économiques qui vont disparaître. Mais après ça, on aura un marché qui peut être beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux réfléchi. Alors, on a laissé faire des investissements dans des filières, on les a même, entre guillemets, sponsorisés. J'ouvre et je ferme la parenthèse en même temps, je m'entends, sans qu'il y ait de vrais business plans, de vraies lectures stratégiques pour ces filières-là. Quand vous avez 40 fois plus de capacité installée, vous continuez à donner du crédit, et souvent des crédits de courtoisie, vous vous attendez à quoi derrière? Donc voilà, tout ça, il va falloir le repenser, il va falloir reprojeter toutes ces filières à travers les vraies potentialités. Est-ce qu'on a des potentialités, on va dire des ressources stables sur des avantages comparatifs qui pourraient faire de l'Algérie un pays exportateur et non seulement importateur de matières premières et voilà. Alors, Sahbi Atmani, l'exportation et les marchés extérieurs comme variable d'ajustement. Enfin, il y en a qui disent que le potentiel est important, mais qu'il faudra beaucoup de temps pour qu'on puisse s'en emparer et le réaliser. On s'est rendu compte on savait que NCA Ruiba était un acteur déjà à l'export, notamment en Tunisie. On savait pas que vous étiez présent sur le marché libyen. Et il y a eu un incident qui nous a permis de le savoir. C'est cette supposée mise sous séquelle d'une cargaison qui ne serait pas conforme à la norme, une cargaison de NCA Ruiba. Vous êtes présent depuis combien de temps en Libye et à quoi correspond cet incident? On est présent en Libye, on a commencé à exporter en Libye il y a une dizaine d'années. C'était assez sporadique, on s'est arrêté pendant les événements, etc. Mais ça a toujours été un marché ouvert pour nous et accessible. À partir de la Tunisie, en termes logistiques? Non, à partir de, oui, évidemment, par transport routier, au même titre que le marché tunisien d'ailleurs. Aujourd'hui, Ruiba exporte dans beaucoup de pays africains, on exporte en Europe, on a toujours exporté au Canada. Ce qui s'est passé en Libye était un non-incident. Bon, il y a eu plus de médiatisation qu'autre chose, ce qui était favorable, in fine, parce que ça nous a fait de la pub, et ça nous a permis de parler de l'export de Ruiba. Bien sûr. En fait, il y a eu une destruction d'une petite quantité, qui était bloquée pour un incident technique entre l'importateur et les instances douanières, et arrivé à sa date de péremption, ils ont décidé de détruire. C'était 5000 caisses parmi 30 000 caisses, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, la semaine passée, on a parrainé un grand événement en Libye, à Tripoli. Donc Ruiba est vendu en Libye. Un grand événement, c'est quoi Tripoli? C'est Mu'tamar en Libye, économique, qu'on a donc parrainé. Parce que avec des acteurs algériens présents? Avec des Libyens. Non, c'est des Libyens, avec nos partenaires libyens, pour vous dire qu'il n'y a réellement aucun incident en Libye. C'est un marché qui est stratégique pour nous, parce que demain, si on envisage d'aller exporter des capacités de production et nous positionner en tant que fabricants au-delà de nos frontières, c'est l'un des marchés qui nous intéresse de très près. En SIC, en Tunisie, aussi, c'est un autre incident qui a permis de comprendre, enfin, de donner de la visibilité à votre présence sur le marché tunisien. C'est cette taxe qui avait été introduite 2 ou 3 ans après la révolution. Je pense que c'était encore sur Mansaf Marzouki, qui favorisait les entreprises locales versus importation, une taxe sur la valeur ajoutée. En fait, c'est pas Marzouki, c'est une taxe qui existait du temps de Ben Ali. Qui était appliquée uniquement sur les produits étrangers de manière verbale, parce que normalement la loi impose même aux acteurs locaux de payer cette taxe. Donc après la révolution tunisienne, on a investi le marché de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus ambitieuse, et nous avons mené notre travail de sensibilisation locale. Et c'est tout à fait normal. Comme il est normal aussi pour les acteurs locaux. Un traitement égal
un traitement égal, et grâce un peu à cette demande, aujourd'hui, on va dire, on a contribué à l'amélioration de la fiscalité tunisienne parce que les acteurs locaux ont commencé depuis ce jour à payer cette taxe-là et qu'ils ne payaient pas avant. Alors, dans ces cas-là, vous êtes accompagné par l'État algérien quand vous faites quand même... Très sincèrement, à l'époque, nous avons été accompagnés de près par l'ambassadeur algérien en Tunisie, par la Chambre de commerce, mais donc réellement ils nous ont accompagnés, ils nous ont permis à l'époque c'était l'actuel ministre du commerce qui était en charge de ce dossier, il était sur le commerce extérieur, on a bien travaillé sur ce dossier et c'est un dossier qui a permis aussi à d'autres acteurs algériens d'aller vendre en Tunisie. Maintenant, ce qui s'est passé en Tunisie est tout à fait légitime parce que ils ont défendu leur territoire. C'est pour ça qu'on est en train de dire aujourd'hui au ministère du Commerce, arrêtez de bloquer les importations sur des secteurs et des filières qui sont déjà saturés en Algérie parce que vous allez nous bloquer sur l'exportation. Et c'est tout à fait normal, c'est la loi de la réciprocité. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait aujourd'hui ajuster pour promouvoir davantage l'export et pour permettre aux champions de filière en Algérie d'aller de manière... Alors quand je dis l'export, c'est pas que de vendre à partir de l'Algérie, c'est aussi prendre des positions industrielles sur des projets donc en JV. Alors, en partenariat avec d'autres partenaires étrangers. Pas seulement vendre, mais prendre des positions également. Est-ce que c'est votre stratégie pour l'Afrique de l'Ouest? On avait sur l'agenda de NCA noté qu'il y avait une possibilité de faire de la coproduction au Bénin. Vous suivez de près cette région de l'Afrique subsaharienne. Vous étiez présent au CIO Africa du printemps dernier. Vous venez de rentrer de Luanda en Angola. C'est quoi exactement le potentiel de ces marchés? Est-ce qu'il faut surtout y vendre ou est-ce qu'il faut tout de suite y aller pour coproduire et investir? Il y a des phases. La première phase, évidemment, c'est de connaître le marché, de tester le produit sur le marché, etc. Mais à un moment donné, vous développez votre marché à l'extérieur et vous commencez à déranger les acteurs locaux, ce qui est tout à fait normal. Donc il faudrait passer à la deuxième phase, qui est produire localement. Quand je dis localement, je parle des marchés cibles. Cette phase-là est inéluctable. Je ne connais pas d'entreprise dans le monde qui a continué à croître sans devenir des multinationales régionales ou universelles. Donc, il est tout à fait normal pour les entreprises algériennes de commencer à avoir une dimension panafricaine et de sortir de nos frontières. Le seul schéma d'exportation sur des filières de transformation ne suffit plus. D'autant plus que on n'est pas encore excédentaire en agriculture en Algérie, c'est-à-dire on achète encore des fruits. Ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, aussi bien en Algérie que sur ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest, qui sont excédentaires en campagne agricole, c'est de transformer, de fabriquer de la matière première pour l'Algérie, pour l'importer ici en Algérie au lieu de l'importer du Brésil, de l'Asie, en attendant de transformer localement en Algérie et de produire avec, on va dire, le flag algérien dans ces pays-là. C'est d'algérianiser un peu, peut-être c'est pas le bon terme, mais d'aller mettre un drapeau algérien dans d'autres écosystèmes industriels sur des pays voisins sur lesquels on a réellement une expérience à faire valoir. Et le modèle, c'est de trouver un partenaire local avec lequel vous co-investissez, c'est ça le modèle? Beaucoup de partenaires locaux. Alors, ce qui nous a freiné jusque-là, c'est la réglementation d'échange. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas prendre une action à l'étranger sans passer par l'autorisation de la Banque d'Algérie. C'est l'un des chantiers sur lequel on voudrait travailler maintenant dans cette Algérie nouvelle pour réellement décloisonner, déverrouiller et libérer toutes ces initiatives. On peut même pas faire ce qu'on appelle du collatéral, c'est-à-dire donner des garanties ici pour lever des fonds à l'étranger pour aller à... Alors, ça c'est très embêtant parce qu'on ne peut pas aller dans un pays et nous intéresser de près à des projets industriels lorsqu'on est sollicité par rapport à notre expérience. Ça fait 50 ans qu'on est dans la transformation, dans le conditionnement, et en même temps dire non, mais je peux pas prendre des participations, je serai le consultant expert.
Ça, c'est assez... D'ailleurs, il faut noter qu'une partie des poursuites qui sont engagées contre une partie, entre guillemets, des oligarques ciblés depuis la Révolution, ce sont aussi des infractions de ce type-là. Comment se fait-il que vous ayez eu des investissements à l'étranger, que vous avez pu faire des acquisitions? En principe, ça peut être que de l'évasion fiscale si ça passe pas par la Banque d'Algérie. Donc, temps normal, tout le monde pourrait investir à l'étranger. Devrait pouvoir le faire. Voilà. À condition que ce soit dans la transparence totale. Ouais. Voilà. Le fait qu'il y ait pas de gouverneur à la Banque d'Algérie là depuis quelques jours, ça vous pose pas un problème en tant qu'exportateur? Vous avez le sentiment que les choses vont rester telles quelles? Vous avez un souhait particulier? Le seul souhait que j'ai, c'est que tous les dossiers, toutes les plaidoiries qu'on a faites soient posées maintenant sur la table et qu'on en discute sérieusement. Il n'y a pas que la réglementation d'échange, il y a la plaidoirie fiscale. On a beaucoup parlé TAP, parlé d'inclure les grossistes et la distribution dans le monde, dans l'écosystème et les sphères réelles et non on va dire informelles. Et sur tous ces dossiers-là, ma seule espérance est qu'on nous écoute aujourd'hui. On a longtemps été écartés, pour des raisons que vous connaissez. Certains nous... Vous pensez que alors, je connais un petit peu vos propositions sur ces dossiers-là. Elles sont souvent innovantes et originales. Vous pensez que l'écoute va être, à un moment où l'État va être stressé par rapport à ses revenus fiscaux, parce que il va bien falloir payer cette fameuse facture de la restructuration. Est-ce que vous pensez que il y aura une disposition à engager une réforme fiscale dont le premier volet peut être plus un volet où on accepte de moins toucher pour élargir l'assiette? Parce qu'en gros, la réforme à laquelle vous appelez notamment pour le secteur de la distribution, c'est une réforme où on aplatit de la TAP, par exemple, pour les distributeurs, pour pouvoir les faire rentrer dans le système. Tout à fait. Moi, je pense, très sincèrement, aujourd'hui, s'il y a une action salvatrice à faire, c'est de remettre la confiance au centre de l'écosystème. Pour remettre la confiance, il faut qu'il y ait une réconciliation. Certains parlent d'amnistie fiscale, d'autres d'allègement fiscal. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus continuer avec un système, je parle système économique qui n'a rien donné, qui a produit de la corruption, qui a produit de l'évasion fiscale et qui a produit de l'injustice. Une pompe à fric pour certains. Il faut écarter ce qu'on appelle faire un write-off, effacer tout ça. Moi, je ne suis pas juge aujourd'hui pour dire un tel a volé et l'autre était très clean. À la limite, ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va écrire de nouveau aujourd'hui, sur quelle base on va partir. Les tribunaux et les instances vont jouer le rôle d'al-muhasaba. C'est pas mon rôle. Moi, si on me demande conseil aujourd'hui, de n'importe quelle manière, je dirais, voilà, il y a des acteurs qui ont été écartés, je parle des grossistes, des distributeurs, de la sphère économique, quand bien même c'est les gros porteurs de la stabilité, qui voudraient aujourd'hui s'organiser. On a même essayé de les organiser en association de distributeurs et de grossistes, mais ça n'a jamais été officiellement écouté, qui voudraient arriver avec de vraies solutions fiscales pour mettre leur argent dans les banques, pour mettre leur argent dans la bourse, pour utiliser tous les outils qui pourraient doper l'économie et les cycles financiers d'une économie. On parle de chèques, on parle de traites, on parle d'assurance CAGEX, qui peuvent donner plus de souffle à tous les acteurs et permettre aux uns et aux autres de mieux respirer. Aujourd'hui, tous ces outils, on ne peut pas les activer parce qu'on est dans un système informel qui n'est pas du tout transparent, et c'est tout à fait normal qu'une compagnie d'assurance ou une banque n'accepte pas d'endosser un registre de commerce, une facture qui est liée à un registre de commerce, on va dire, fantoche. Donc voilà. Il y a une vraie volonté aujourd'hui, pour leur parler de très près, parce qu'on est dans le monde de la distribution, il y a une vraie volonté de se mettre à niveau et de rentrer. Ils ont proposé le projet de la vignette libératoire, qui est une vraie innovation en soi pour les grossistes. Ça a le mérite d'être exploré. C'est quoi exactement, Sahbi Othmani, une vignette libératoire pour le secteur de la distribution? Alors, de manière très simple. Aujourd'hui, 90% des grossistes ne payent pas la TAP, ne payent pas la TVA. Parce qu'il y a cette suspicion derrière la facturation, etc. Et comment vous passez d'un chiffre d'affaires à un autre. Donc, il y a de part et d'autre une suspicion, une perte de confiance. La vignette libératoire, les grossistes vous disent, nous, on n'a pas payé. De toutes les manières, vous n'avez aucun manque à gagner. On va vous proposer un système où on va payer, on va contribuer, chose qu'on ne faisait pas avant, mais un système très simple et compréhensible par tous.
La vignette libératoire, c'est que chaque grossiste, dépendamment de son lieu d'activité et de sa surface d'achalandage, va payer un impôt libératoire. Il le paye une seule fois par an. En contrepartie, il accepte de déclarer toutes ses transactions, avec l'engagement ferme de l'État de ne pas taxer sur la base de cette facturation et de cette transaction. Et progressivement, monter ou descendre, rehausser ou selon soit la vignette, soit les transactions. Soit, non, le montant de la vignette en concomitance avec ces acteurs-là. Ces vignettes sont digitalisées et numériques. C'est-à-dire les transactions sont identifiées dans le temps et dans l'espace, ce qui nous permettra d'avoir une véritable information économique sur laquelle on peut bâtir des statistiques, de vraies études de filière, etc. Tous les grossistes acceptent de faire ça. Dès lors que l'État dit oui, on le fait, 90% vont mettre leur argent dans les banques et commencer à payer. On aura une assiette fiscale plus importante. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, de toutes les manières, ne payaient pas avant. Donc on est dans un faux calcul de manque à gagner, parce qu'il n'y a pas de manque à gagner. Et ça, c'est une proposition qui est arrivée aux oreilles des autorités. Sur le bureau du ministre du Commerce. Ouais. Aujourd'hui, on ne demande que de réactiver ça. Il n'y a pas que cette solution, il y a bien d'autres solutions. Vous savez, au nom de la PAB et d'autres corporations, on a beaucoup travaillé sur des solutions pragmatiques. Et des champions industriels comme NCA, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner dans la mise en conformité du secteur de la distribution ? Vous savez, quand vous avez des mastodontes industriels qui sont dans des filières excédentaires, les petits acteurs qui n'arrivent pas à survivre, parce qu'en face de lui, il y a des grossistes qui ne facturent pas, parce qu'il lui fait du crédit mais qui ne payent pas, etc. La seule chose pour sa survivance, c'est de casser les prix. Et quand tout le marché casse les prix et quand vous avez 500 acteurs, même les plus structurés sont menacés économiquement. Nous, c'est la première fois où on a été déstabilisé en 2017 à cause de cette baisse de la demande et ce risque financier qu'on a vu apparaître de manière subite et qui a menacé toutes les filières. Aujourd'hui, tout le monde est menacé. Si réellement on ne prend pas les bonnes initiatives, et je dis bien, je souligne, une vraie réconciliation avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions légères, pragmatiques, quitte à les complexifier progressivement dans les années à venir. Mais faisons de l'inclusion. Regardons l'UEM et ça a marché. Faisons l'UEM avec les grossistes et les acteurs économiques qui veulent travailler. Attendez, évidemment, ça, c'est une punchline, ça, on va la garder pour il y a un tribunal qui peut le juger. Je ne parle pas des voleurs, je parle des gens qui n'arrivent pas à se positionner dans un échiquier qui est lui-même produit de la corruption. C'est de ça que je parle. Ce serait la principale mesure pour vous dans le doing business, l'une des principales. Deux mesures principales: alléger la fiscalité et ouvrir les frontières pour l'international. Voilà ce que je propose. Troisième chose, c'est aussi capter les investisseurs étrangers sur évidemment, on peut faire du casting stratégique, mais libérer les capitaux, laisser l'argent aussi venir en Algérie pour l'investissement. Le seul tissu industriel algérien ne peut pas porter la croissance qu'on veut faire. Sahbi Atmani, merci beaucoup. C'était bénéfique de finir cette semaine turbulente avec vous, avec vos visions à la fois exploratoires et optimistes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Ce matin, Sonia dépose Kamel et va faire son footing. Tout d'un coup, son téléphone sonne. Kamel ne se sent pas bien. Prise de panique, elle trébuche et se tord la cheville. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le couple. Et c'est là qu'un super agent arrive et se duplique pour prendre en charge Sonia et son mari. Une fois remis sur pied, c'est comme si de rien n'était. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Et c'est ça, une protection qui rassure. Amana,
ليكم واللي عزاز عليكم.